Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas d'être présent. Je m'excuse déjà un petit peu par rapport à ma voix, donc je vais essayer de tenir les 30 minutes pour éviter d'avoir une extinction de voix. Je remercie déjà les organisateurs déjà de nous avoir conviés pour vous expliquer un petit peu le thème qu'on a choisi de partager avec vous, qui sont les cybermenaces, les vecteurs d'attaque émergents et les gestions des risques. Je représente un éditeur qui s'appelle EZ, plus connu, et vous le connaissez sûrement peut-être pour son produit qui s'appelle Note 32. On a 30 années d'expérience sur la partie cybersécurité et on est un acteur majeur sur cette partie-là. On a 30 ans d'expérience et on est aussi un acteur européen, on est un éditeur slovaque. Le but et le thème de cette présentation, c'est les menaces et opportunités, l'analyse de risque, le sandboxing cloud et la partie EDR. Le but est un petit peu de vous présenter un petit peu comment ça se passe. On a retenu un chiffre assez important qui est plus de 300 000 échantillons suspicieux ou malveillants par jour. C'est beaucoup plus, on va parler plutôt d'analyse et de réception de fichiers à hauteur de 1 million par jour. Pourquoi on a décidé aujourd'hui, sur cette matinée 30 minutes, de faire un focus sur ces 300 000? Parce que c'est les plus intéressants. Le but de cette présentation, c'est que je vais aborder le thème de menaces opportunistes, peut-être que vous avez connu, peut-être que vous avez survolé ou peut-être que vous avez peut-être été victime, et une autre menace qui est plutôt ciblée de haut vol. On va parler peut-être plutôt de niveau de cyberguerre ou cybermenace, où derrière on n'est pas encore une fois atteint, mais c'est important de le présenter. Pourquoi? Parce que généralement ces attaques-là qui sont ciblées ou qui sortent un peu de l'ordinaire, sont peut-être les attaques de demain, donc dans 3, 4 ou 5 ans. Le but était de trouver un thème aussi qui puisse, entre guillemets, vous apporter des connaissances et aussi un background derrière pour pouvoir aussi mieux vous adapter par rapport à la gestion informatique que vous gérez au quotidien. On va commencer un petit peu par comment sont analysés, comment tous ces fichiers arrivent au quotidien chez nous. On l'a présenté par un graphique assez simple. Donc on a les échantillons qui arrivent et juste en dessous, on s'appuie forcément par de l'intelligence artificielle, du machine learning. Ça ne date pas d'hier qu'on en fait aussi, mais quand on traite plus de 1 million par jour de menaces, on est obligé de s'appuyer sur ces technologies-là de notre côté. Et dans un deuxième temps, quand c'est analysé par l'intelligence artificielle, on a deux possibilités dans le premier cas. Le premier, c'est que les fichiers sont clean, arrivent propres. Et dans ces cas-là, on n'a pas de problème, ils sont distribués à l'utilisateur. Ou bien dans ces cas-là, ce sont des fichiers aussi corrompus. Alors corrompus, c'est des fichiers où malheureusement l'exécutable ne fonctionne pas ou des choses de ce type. Donc on sait très bien que la menace derrière n'est pas réelle. Et dans un deuxième temps, on a les fichiers malicieux. Et ça, c'est intéressant. Déjà, dans un premier temps, pourquoi? Parce que quand ça arrive malicieux, derrière, il y a technologie, l'intelligence artificielle est capable, dans un premier temps, de le taguer comme nouvelle menace détectée. Donc, OK, on s'appuie dessus, c'est bien. Par contre, il y a toujours une phase de détection par aussi des malwares spécialistes. Donc, on est obligé de faire travailler de l'humain. L'intelligence artificielle, c'est bien, ça nous fait gagner du temps et ça permet aux utilisateurs aussi de s'appuyer sur une technologie sûre. Cependant, c'est important de préciser que le côté humain, les chercheurs malware spécialistes sont importants. On va parler chez Z de 13 laboratoires dans le monde entier, 180 pays couverts. Derrière, c'est important aussi de s'appuyer sur des spécialistes où c'est leur métier. Et derrière, dans ces cas-là, ils taguent comme quoi le fichier est malicieux et après arrive comme nouvelle détection. Et le deuxième cas, qui est le plus intéressant pour nous, c'est la partie grise, la partie suspicieux malware. Là, on voit bien que l'intelligence artificielle, au début, quand il analyse, il va souligner en disant « Oh, oh, je vois qu'il y a quelque chose qui est véritablement suspect, qui est vraiment malicieux. Ça mérite ton attention. » Et sur ces parties-là, on voit très bien que ça peut être des menaces grises. Les menaces grises, c'est des menaces un petit peu, on ne sait pas quel objet et comment ça va fonctionner derrière. Donc ça mérite des acteurs humains derrière pour décortiquer cette partie-là. L'intelligence artificielle est même capable de pouvoir, sur un lot de fichiers, même cibler directement la partie du code. Généralement, les hackers aiment beaucoup
signé leur code. On va appeler ça la partie ADN. Ou alors, ils ont acheté sur le Darknet une partie du code, et ils ont modifié le début ou ils ont modifié la fin. Cette partie-là, elle est extrêmement intéressante et d'où notre intervention aujourd'hui. Sur ces 300 000 menaces aussi analysées par jour, ça fait partie de ce type de malware. Et comme je disais tout à l'heure, on va étudier deux cas. Le cas opportuniste où on peut être, on va dire, assujetti, où on a peut-être été victime, où on est passé à travers, et les menaces ciblées. Commençons par les attaques opportunistes. Les attaques opportunistes, voici quelques grandes entreprises. On en connaît déjà tous, plus ou moins. Bon, une, c'est sûr et certain, je pense qu'on la connaît tous. Quels sont leurs points communs qu'on peut avoir avec tout ça? Ces grandes entreprises, c'est un petit échantillon, ont tous été victimes de ransomware. Alors, imaginez un petit peu le budget de ces grandes entreprises à mettre en place, c'est parti, pour leur sécurité informatique. Elle est quand même assez énorme. Mais pour autant, ils ont quand même été victimes de rançons logicielles. Et derrière, c'est vrai que j'aime beaucoup parler de cette partie-là parce qu'elle évolue. Elle évolue énormément. Et si derrière, avoir, et c'est dans les mœurs maintenant, tout éditeur de sécurité ne doit pas vendre un logiciel en plus dessus pour pouvoir arrêter ce type de menaces, elles évoluent nettement. On va voir aussi que le rançonnière est vendu avec du service. Ben oui, c'est bien de pouvoir proposer à des hackers des rançons logiciels préfaits, préformatés, que vous pouvez acheter. Mais derrière, encore une fois, est-ce qu'on a la bonne utilisation de cette partie-là? Pourquoi pas faire confiance à ceux qui l'ont créé directement? Sur le dark web, on est capable de pouvoir les acheter. Et les acheter avec des services. Et ça se multiplie énormément. Le dark web, c'est pas quelque chose de nouveau. Je ne parle même pas du deep web. Mais derrière le dark web, là, on voit très bien que tout ce qui est menace est lié par rapport à un service. Et là, en fait, c'est vraiment des mini-entreprises. Et ça, derrière, c'est juste un screen de ce qu'ils proposent en package avec carrément un tableau comparatif de ce qu'on peut avoir. Donc, on va commencer à 120 $, pour terminer avec des packs premium directement à 1 900 $. Et derrière, en fait, ils vont nous assurer que si le 1 mois de découverte nous plaît, on est capable de passer sur du 12 mois avec des attaques répétitives. Derrière, on peut très bien, vous et moi aussi, acheter des botnets à 50 € derrière. Mais encore une fois, si derrière, il nous dit « Ok, d'accord, mais il va falloir que tu utilises ce botnet et installer ça sur tant de machines », pourquoi on ne fait pas confiance à des hackers qui, eux, ont déjà une série de botnets à travers le monde? Encore une fois, c'est de la prestation de service. Derrière, j'ai pris aussi cet article qui est intéressant, c'est que, au lieu de vous lire l'article directement, c'est que EZ, et tout éditeur, je pense, vous conseilleront de ne pas payer, quand vous êtes victime, le ransomware. Pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, vous alimentez aussi toute la partie cybercriminalité, mais derrière aussi, vous mettez aussi un énorme temps si, encore une fois, ils vous donnent la clé de déchiffrement. Alors maintenant, ils ont compris. C'est-à-dire qu'avant, ils ne la donnaient pas spécifiquement. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait la donner. S'ils la donnent, si on a un nombre de postes important, il faut passer sur chaque machine pour pouvoir décrypter directement tout son réseau. Ça devient long, ça devient contraignant. Encore une fois, qu'on est aussi cyber-attaqué, quand on est victime de rançon logicielle, on est aussi, on va dire, victime de perte de données. Forcément, ils ont accès à ces machines et ils ont pu avoir aussi accès à d'autres informations. On a eu plusieurs cas où derrière, des clients ont été victimes et n'ont pas eu le choix de pouvoir payer pour pouvoir décrypter leur réseau. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de solution de PRA adaptée. Donc oui, en effet, ils n'ont pas mis tout le système en place pour pouvoir trouver cette solution. Encore une fois, il y a même eu des cas un peu plus précis, où carrément le hacker est capable de vous mettre une boîte de dialogue pour pouvoir discuter directement avec eux. C'est bien fait. D'ailleurs, on a même eu le cas où il y avait un client qui a voulu communiquer avec le hacker
parce qu'il demandait 4 000 € pour pouvoir débloquer son serveur. Le client a vu que sur Internet, généralement, la moyenne pour décrypter était de 1 500 €. Déjà, il arrive avec cette information, il essaie de négocier avec quelqu'un qui vous prend en otage. Il a eu des réponses quelques temps après en disant « Merci beaucoup de votre intérêt par rapport à ma menace. Cependant, quand on regarde votre dernière fiche d'imposition, vous avez largement les moyens de payer 4 000 €. » Donc en fait, ils avaient déjà atteint un niveau où ils avaient des informations sur vous. Il y a aussi des attaques sans fichier. Ça aussi, c'est une menace de pouvoir ne pas passer spécialement par une base d'analyse. Tout ce qui est attaque via du RDP avec du Bluekeep. Derrière, c'est une action sans utilisateur, sans login et sans mot de passe, et avoir un accès à la machine. N'oublions pas que quand même la première menace d'une entreprise, c'est entre la chaise et le bureau, c'est l'utilisateur. Encore une fois, je prône, et c'est vrai que j'accentue beaucoup là-dessus, c'est qu'on peut avoir la meilleure sécurité du monde. On peut avoir les meilleurs logiciels, les meilleurs éditeurs derrière. Si on a pris tout cet armada de protection, si derrière le personnel, les employés ne sont pas formés à la bonne pratique, à la bonne hygiène, c'est quelque chose que moi je reprends souvent, l'hygiène informatique, ce sont des backdoors, ce sont directement des menaces que vous laissez directement aux hackers. Il y a beaucoup de hackers qui misent sur la curiosité directement des utilisateurs parce qu'ils ont une armada, ils ont tous les logiciels qui sont présents. Encore une fois, une clé USB oubliée sur un parking parce que j'ai envie de rentrer directement sur le réseau, eh ben, j'ai quand même 70 à 75% de chances que l'utilisateur le plug directement dès 9 h le matin. Pourquoi il va le plugger? La réponse, il y a eu carrément des études et on a questionné ces gens-là. Eh ben, en fait, c'est la curiosité. Je voulais savoir ce qu'il y avait dessus. Mais cette clé USB ne t'appartient pas. Oui, mais non. Je voulais voir ce qu'il y avait dessus. Une fois qu'il était plugué, c'était fini. L'attaque a été rentrée. Et là, on va rentrer dans les attaques plutôt ciblées. Les attaques ciblées, vous entendez tous un peu ou plus ou moins des groupes de hackers qui sévissent. Généralement, les plus difficiles à arrêter, on va parler de activisme. Hein, tout ce qui est ceux qui sont portés par une conviction, par exemple ceux qui sont contre la fourrure derrière pour faire des attaques massives DDoS, c'est nettement plus simple. Donc pour nous aussi, c'est vrai que tout ce qui est activiste, c'est dur aussi à arrêter. On appelle ça plutôt des chapeaux gris. Et derrière, on va étudier un cas où les cibles a été l'industrie du jeu vidéo et du logiciel et les industries pharmaceutiques. Il y a de nombreuses compagnies qui ont été attaquées, comme Asus ou TeamViewer ou d'autres éditeurs directement. Et sur ce cas-là, il est extrêmement intéressant. Donc là, on arrive sur un type de cas où on ne va pas seulement parler d'un rançon logiciel, on a tous entendu parler. D'ailleurs, je fais une aparté sur la partie rançon logiciel. Je suis quand même, on est quand même attristé parce que ça fait 14 ans que je travaille pour EZ. Et c'est vrai que le rançon logiciel, il existait avec, à l'époque avec Gendarmerie. Pour ceux qui s'en souviennent un peu, Gendarmerie, ça a attaqué les particuliers. Et ça a attaqué les particuliers en prenant en otage et ça demandait tout simplement de payer une rançon parce qu'on a été sur des sites peu fréquentables. D'ailleurs, toutes les gendarmeries de France en avaient un petit peu marre de recevoir des appels à ce moment-là et commençaient à en avoir un petit peu lourd sur le moral. Et après, ils sont intéressés aux industries et aux entreprises parce qu'en fait, c'est elles qui payent plus que le particulier. Un reset, c'est nettement plus simple pour un particulier. Il va perdre ses photos, il va perdre qui n'a pas de prix. Attention, hein, des photos de famille, des vidéos de famille, ça n'a pas de prix. Par contre, une entreprise, si elle veut continuer à tourner, ben oui, la prise d'otage, elle est intéressante. Et derrière, il y a eu l'évolution de tous ces ransomware et on a vu forcément du WannaCry et on a attendu WannaCry pour que la presse puisse en parler. De dire que ce n'est pas seulement des attaques isolées. Quand il y a des entreprises qui sont obligées de mettre la clé sur la porte à cause d'un rançon logiciel, c'est une réalité. Parce qu'ils ne sont pas épaulés ou aidés par des partenaires de qualité et des éditeurs. Le but étant, c'est de pouvoir aussi de vous accompagner. Le message que j'essaye aussi de vous transcrire, c'est que
l'éditeur, le partenaire doit travailler avec vous et doit connaître vos besoins. Et c'est important, cette partie-là, parce que derrière, sur les attaques de demain, donc attaques qui existent déjà et qui sont plutôt de haut vol, derrière, on va parler d'un éditeur, un développeur de jeux vidéo, qui derrière, son serveur web était compromis, et derrière a délivré à plus de 10 000 utilisateurs, dans un premier temps, un jeu vidéo vendu en ligne. Ce jeu vidéo, entre guillemets, n'était pas du tout corrompu. Par contre, on va attaquer, et là où ils sont attaqués, et c'est extrêmement intéressant de leur part, ils ont attaqué en bout de chaîne. C'est-à-dire que dès que le téléchargement du jeu vidéo se faisait, le logiciel malveillant s'intégrait dans le logiciel de jeu vidéo. Et là, en fait, ça a donné une collecte d'informations énormissime. Donc, vous allez me dire, mais ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Il y a des noms d'utilisateurs, des adresses IP, les versions de Windows, l'architecture, le nom de domaine, le screen resolution, des informations quand même nous concernant. Et derrière, ça remontait. Il faut imaginer que cette attaque qui a été faite, c'est fait de base par du social engineering. Le but de ce développement était d'attaquer 4 à 5 personnes. On appelle ça des attaques ciblées. Pourquoi le social engineering est extrêmement fort? C'est-à-dire que sur Internet, on peut taper le nom de la personne qu'on désire hacker, un directeur des informations ou un RSSI par exemple, ou encore, je ne sais pas, un PDG. Et derrière, on est capable de voir un petit peu quel sujet et sur quel sujet il est sensible. Là, pour autant, cette attaque, ils estimaient que potentiellement, les gens qui visaient étaient intéressés par du jeu vidéo. Peu importe, un jeu vidéo en ligne, un FPS, peu importe. Et en se faisant cette attaque, potentiellement, vu qu'il était intéressé, il pouvait télécharger et acheter le jeu. Et cette information-là, c'est sur 4 et 5 personnes qui les intéressaient. Mais ils en ont reçu plus de 10 000, 20 000, 30 000. Après, libre à eux, parce que dans l'informatique, c'est comme la cuisine. Rien ne se perd. D'accord? Donc ces informations-là, même si ça ne les intéresse pas, et ben derrière, ils étaient vendus directement sur le dark web. Ça s'achète facilement par paquet et aux enchères. Des informations comme ça, c'est du pain béni. Plus il y a d'informations vous concernant, plus ils sont forts. Je crois qu'il y a des grandes entreprises qui l'ont compris, de toute façon, naturellement et légalement. Et derrière, ce qui était très fort, c'est que les certificats qui ont été volés étaient certificats valides et non malicieux. Forcément, le soft en tant que tel, c'est ça qui est intéressant, n'était pas corrompu. C'est au niveau du bout de chaîne où la menace est installée. Donc, encore une fois, ça, c'est une attaque qui s'est déjà publiée. Peut-être que c'est les attaques de demain dans 4 ans, dans 3 ans, comme on a eu avec les rançons logiciels, où derrière, ce sont des attaques du présent. Et derrière, on va voir aussi un groupe APT41, où derrière, on voit un petit peu quel domaine ils ont attaqué et sur quel domaine ils s'intéressent. Donc, au début, on voyait très bien la partie jeux vidéo. Après, on voit très bien la partie high-tech les intéressait. Mais il y a aussi la partie gouvernement, la partie médicale, la partie voyage, la partie finance. Derrière, ils multiplient leur action dessus parce que derrière, c'est lucratif. Et forcément, on va parler aussi des contre-mesures qui sont appliquées et derrière, un projet commun qu'on a eu et l'importance de pouvoir vous accompagner. C'est-à-dire que là, je vais prendre le cas d'un client commun qui est SPI Batignolles où le tableau, c'est 350 sites, 4500 endpoints à installer, temps à partie 2 mois avec une personne. Ceci n'est pas possible si l'éditeur, le partenaire, vous n'êtes pas directement à pouvoir trouver les meilleures techniques et les meilleures solutions pour pouvoir faire ce déploiement. Encore une fois, c'est là où l'importance de, on va dire, choisir un éditeur, c'est bien,
où ça se trouve, vous allez utiliser que 7 ou 8% de ces fonctionnalités. Le fait de le faire ensemble, de travailler ensemble, va vous permettre de pouvoir directement arriver au proof of concept, c'est-à-dire ce qui a été annoncé. Parce qu'il y a le commercial, il y a le marketing, mais derrière, ça ne fait pas la maquette, ça ne fait pas la démo, ça ne fait pas ce qu'on va faire avec vous au quotidien. Et ce qui était dit directement avec Spi Batignolles, et pourquoi aussi on a été choisi, c'est que derrière, ça reflète véritablement la partie maquette. Donc, la continuité de service, l'évaluation sur mesure, vous n'avez pas les mêmes besoins chacun. Derrière, vous avez aussi le support avant-vente. C'est important de s'appuyer sur un éditeur qui a du personnel France et qui va vous équiper de solutions et vous aider. Et la partie multiplateforme, parce que forcément, quand on arrive sur des tailles de parc comme ça, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur du Windows, Mac, Linux, Android, iOS pour une partie MDM. Et derrière, c'est aucune surprise suite à l'évaluation. C'est ce travail qu'on peut faire ensemble au quotidien avant de faire le choix qui est important. Et c'est vrai que à la fin, Spi Batignolles disait la solution endpoint pour moi, c'est plus un problème. Parce que derrière, on a aussi une console d'administration. Alors, c'est bien, ça va déployer, ça va désinstaller les produits concurrents, mais derrière, ça lui a apporté d'autres choses qui n'est pas on va dire, métier premier des Z. Avec les Z, vous êtes capable de pouvoir faire de la remontée de software inventory, hardware inventory. Derrière, de pouvoir installer à distance un pack office. Ça lui a facilité la vie au tous les jours, même si ce n'était pas le sujet premier. Derrière aussi, pour pouvoir lutter contre ces nouvelles menaces, on a aussi du sandboxing. Et il faut savoir et il faut étudier ensemble quels sont les objectifs. C'est de stopper au plus vite les menaces qui sont inconnues, donc les virus sophistiqués. On va parler de 0D, pouvoir arrêter une menace qui n'est pas encore répertoriée dans la base de signature virale ou dans le cloud privé. Le fait de pouvoir s'appuyer là-dessus, ça va lutter aussi contre les ransomware qui ne sont pas encore détectés du marché. L'activité de cette partie, elle est extrêmement importante. Et de pouvoir aussi lutter contre les attaques APT. Derrière, j'ai bugué un peu sur la slide. L'EDR, c'est un arsenal avancé contre les attaques ciblées. L'EDR, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Cependant, c'est du même niveau, même plus intéressant à paramétrer, mais il faut véritablement un travail de fond de l'éditeur et du partenaire et du client. On ne peut pas seulement implanter un EDR sur un réseau, parce qu'on peut le faire en 30 minutes. 4000 postes, on est capable de le faire en une demi-journée. Cependant, si on n'a pas travaillé ensemble sur vos besoins et sur vos problématiques de demain de menaces, derrière, c'est comme un firewall, s'il n'est pas bien utilisé et pas bien paramétré et configuré, derrière, ça n'a pas d'intérêt. Donc, de base, c'est aussi pour lutter contre les attaques sans fichier, comme on a vu tout à l'heure. C'est fait aussi de pouvoir lutter contre les détournements d'outils légitimes et de pouvoir aussi cibler les comportements suspects, comme on a vu tout à l'heure. Les comportements suspects, c'est « Ok, d'accord, tu as un fichier, on reçoit le fichier, mais ce fichier est complètement malicieux, il n'a pas son intérêt premier, il ne se déclenche pas comme d'habitude. Derrière, la réputation que vous allez avoir avec peut-être vos 4000, 5000, 10 000, 20 000 endpoints va être répertoriée dessus. Sans le travail des chercheurs malware spécialistes, parce que c'est un énorme travail, derrière, si on ne se base que là-dessus, que sur cette partie, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que le travail commun, il est important. Derrière, avec des solutions d'endpoint qui sont adaptées, il faut aussi pouvoir dire qu'on est capable de retracer une attaque. Si demain, comme beaucoup, moi je dois rendre des comptes dans mon entreprise, si vous devez rendre des comptes parce que vous travaillez dans la partie médicale ou la partie logiciel métier bien particulier, vous devez peut-être rendre des comptes en cas d'attaque. Par exemple, je dis une bêtise, mais en cas de vol de données, peut-être que la CNIL est en mesure de vous demander quels sont vos logs, où est-ce que ça a pêché et à quel niveau ça a pêché. Derrière, sans ces outils-là, on est pratiquement incapable de pouvoir montrer et démontrer. Donc, c'est vrai que les solutions endpoint avec une détection-réponse,
elle est extrêmement importante. Et ça, on est capable de pouvoir vous apporter ce type de solution. Et derrière, ça va aussi mener par une partie d'investigation, une partie aussi où derrière, on a des laboratoires qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un métier premier, la sécurité informatique. Et on est vraiment content qu'il y ait de types d'événements qui se publient sur Amiens ou aux alentours d'Amiens pour aussi sensibiliser un maximum de personnes. Parce que derrière, la menace et les menaces qu'on a au quotidien, elles sont énormes. Et derrière, c'est ce que je disais, l'accompagnement qu'on va avoir sur la protection des malwares, sur la protection du déploiement, sur l'upgrade, sur l'autorisation, directement, si vous avez des logiciels métiers, de pouvoir directement faire une liste d'exceptions facile, en quelques clics, et bien derrière, ça va vous faire gagner du temps derrière sur toute votre infrastructure. Et de pouvoir faire du monitoring, parce que l'air de rien, même si je disais tout à l'heure qu'on a été aussi, ça a été un choix de faire de la remontée, on est capable de remonter des numéros de série de machines. C'est vrai que ce n'est pas le métier premier des aides, mais derrière, ça fait aussi du monitoring. Donc, le choix, il est fait par rapport à un choix de logiciel, mais surtout à un choix de partenaire et à un choix d'éditeur où on travaille véritablement conjointement. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère avoir respecté les 30 minutes qui m'étaient accordées. Merci beaucoup.